Mes amis, bien le bonjour. On va parler d'une histoire absolument extraordinaire qui a passionné l'Amérique pendant plus de 2 décennies. Et on n'est même pas sûr que cette histoire a dit son dernier mot. 1997, on a un mariage, comme tellement d'autres. C'est un mariage qui commence bien, même si la fin, vous allez voir, laisse à désirer. C'est Scott et Lacey Peterson. Ils ont étudié ensemble. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont tout l'avenir devant eux, ils ont le sourire Colgate qu'on voit dans beaucoup d'images venant des États-Unis. Et puis ils vont emménager dans une maison à Modesto. La maison ne paye pas de mine, même si on disait qu'ils étaient mieux lotis que le voisinage. Alors, 5 ans plus tard, on est en 2002, Lacey va tomber enceinte. Ils attendent le premier enfant. C'est un garçon. Et puis, voilà, c'est une femme heureuse qui est là, qui prépare l'arrivée de bébé. Pendant ce temps-là, monsieur, lui, va vers son dur labeur. Il est représentant en produits agroalimentaires, en engrais, en fait. Et puis, il va à travers le pays pour représenter donc sa compagnie. En novembre 2002, il va faire une rencontre par le biais d'une connaissance commune, une vague connaissance, qui il n'y avait rien d'intime entre eux. Eh bien, on lui présentera une certaine Amber Frey. Amber est masseuse de son état, honni soit qui mal y pense, c'était juste une masseuse, on va dire, en tout bien, tout honneur. Et donc, elle a une fille, c'est une mère seule, elle a une fille qui est en bas âge. Elle est contente de tomber sur ce gars qui, pour elle, représente le parti parfait. Elle s'enquiert délicatement au sujet d'une potentielle histoire parallèle. Et là, elle lui dit, écoute, voilà, oui, j'ai été marié, mais mon épouse est morte. Je suis veuf. L'histoire commence, retenez bien la date, le 20 novembre 2002. On va gentiment avancer vers Noël, et puis 2, 3 semaines plus tard, il y a cette femme qui a fait la présentation, qui parle de Scott Peterson. Elle en parle à une sorte de connaissance commune. C'est un gars qui s'appelle Al-Masri, qui est tout simplement un ex-collègue de ce monsieur. Et il lui dit, ah oui, mais lui, il est marié. Ah, je connais sa femme. L'autre dit, oui, il est veuf. Non, 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 il n'est pas veuf. Il est marié, il a une meuf, tout ça. Je ne connais pas parfaitement, je ne connais pas très bien, mais non, il est marié, le mec. On lui repose la question, et puis il dit, non, non, oui, j'étais marié, mais je suis veuf. Il le dit alors qu'il n'était pas encore veuf. On va arriver au 24 décembre 2002. Nous sommes 1 mois et 4 jours après sa rencontre avec Frey, avec Amber Frey. Rencontre qui d'ailleurs se termina, dès la première fois, se termina dans le lit de l'adultère, comme on dirait. Soudainement, monsieur décide de partir faire du golf. Et puis, par la suite, nous sommes la veille de Noël. Sa femme est enceinte de 8 mois et demi. Il décide de partir faire du golf. Et puis, il se ravise. Il réalise qu'il fait trop froid. Nous sommes la veille de Noël, il fait très froid. Et là, il va aller vers une autre activité qui est faire de la pêche. Il a une barque, il a une sorte de barque en métal qui fait à peu près 4 mètres de long. Et il décide de partir à la pêche sur la baie de San Francisco. Il rentre en fin de journée, et là, soudainement, il réalise que son épouse a disparu. Ils ont un chien, le chien est là, et il traîne dans le jardin au bout d'une laisse. Des voisins l'ont trouvé errant dans une rue, et ils l'ont reconnu, ils l'ont mis dans le jardin du couple, mais il n'y a aucune trace de son épouse. Alors des recherches sont entreprises, rapidement la police intervient. Et puis ce qui est inquiétant, c'est que la femme avait été enceinte, très enceinte même, et puis aussi, il y a ses clés, il y a son porte-monnaie, il y a toutes ses affaires à la maison. Ça veut dire que quand bien même elle en aurait eu ras-le-bol de ce mari, puis elle aurait voulu partir, le minimum aurait été qu'elle prenne ses affaires. Or, toutes ses affaires sont là. Donc des recherches vont s'entamer et on va passer
Noël a cherché. 30 flics sont de la partie, un hélicoptère et puis des volontaires. Après, le dispositif monte jusqu'à 1000 personnes. Et on va commencer à chercher partout. Monsieur Peterson, lui, il est étrange dans son attitude. Les flics le trouvent distant, le trouvent froid, cynique. Pas nécessairement concerné outre mesure par la disparition de son épouse et de son enfant à naître. Il interroge à de nombreuses reprises, il trouve des anomalies dans son discours, comme par exemple, il dit je voulais partir au golf, et puis je trouvais qu'il faisait extrêmement froid, alors je suis parti à la pêche. La baie de San Francisco, la veille de Noël, il fait très froid, le vent du Pacifique souffle très fort. Si on trouve qu'il fait froid quand on fait du golf, on va geler durant une partie de pêche. Mais il y a d'autres choses. Les médias s'emparent de l'histoire. Au départ, c'est des médias locaux. Avant que cette histoire, qui tournera plus tard au cirque, n'arrive dans les médias nationaux. Mais que va-t-il se passer? On a cette Amber Frey, la maîtresse, qui va tomber sur un journal. Puis elle comprend qu'il y a une histoire bizarre, que son épouse, qui, elle, pensait qu'elle était morte déjà. Eh bien, non, elle venait de disparaître. Elle appelle la police. La police sont très intéressés d'entendre parler d'elle. Elle va les voir et puis à partir de là, ils vont placer un micro. Ils vont mettre la ligne sur écoute. Et elle va les aider. Elle va le faire parler. Il y aura 300 appels au départ entre Amber et Scott. Au départ, Amber ne lui dit pas qu'elle sait pour son épouse. Elle l'appelle juste comme ça, comme d'habitude. Lui continue à jouer le jeu. Et puis il raconte à un moment donné, alors qu'il était dans une sorte de... il était avec des gens pour chercher son épouse. Et puis ils ont fait une sorte de sitting. Ils étaient debout avec des pancartes, tout ça, demandant que on la trouve et que les autorités redoublent d'efforts et tout. Eh bien, il a un appel avec Amber. Et il lui dit, tu sais où je suis, ma chérie? Je suis à Paris. Je suis en train de voir c'était le 31 décembre. Il est minuit ici. Je suis devant la Tour Eiffel et il lui raconte, in extenso, il lui raconte les feux d'artifice, le public, parce que il avait menti à cette maîtresse, comme il avait menti à son épouse. Il disait qu'il menait la grande vie, alors qu'il la menait pas. Et en fait, tout ça est enregistré et arrive, bien entendu, en temps réel chez la police. Autre chose qu'il va faire. Il va, dès le mois de janvier, nous sommes 2 semaines après la disparition de l'épouse, il va aller chez un concessionnaire automobile et vendre sa voiture, la voiture de son épouse, une Range Rover. Il l'a vendue. Aussi, il décidera de vendre la maison. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont inquiétantes, qui ne collent pas avec le portrait d'un mari dont l'épouse enceinte a disparu. Ce qui a disparu aussi, c'est un sac de ciment. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il a acheté un sac de ciment de 50 kilos pour fabriquer ce qu'il appelait des encres. Ça signifie, il avait mis dans des seaux, il avait mis du ciment, et puis il avait noyé dedans un anneau en métal. Donc ça donnait des blocs assez lourds avec un anneau en métal. Il avait acheté assez de ciment pour en fabriquer 6. Sauf que on n'en trouve qu'un seul chez lui. Où sont les autres? Alors elle dit que, oui, devant l'entrée de la maison, il y avait une sorte d'allée qui est bétonnée. Et puis il dit que ça commençait à se fissurer, alors il a décidé de la réparer avec le ciment restant. Sauf que lorsqu'on fait des analyses au laboratoire, on compare le ciment qui est dans le seau au ciment qui est dans l'allée, eh bien le laboratoire est formel. Ce n'est pas les mêmes. Donc il manque 5 plots très lourds en ciment. L'histoire va continuer pendant plusieurs semaines. Là, on offre jusqu'à 500 000 $ pour retrouver Lacey, cette femme. Et puis, pour le détail, si on regarde une photo de ce monsieur, Scott et Lacey Peterson, si on regarde les deux côte à côte, on réalise qu'elle est assez petite, qu'elle lui arrive pratiquement au niveau de l'épaule. Alors on se dit, est-ce que lui c'est un géant de la nature ou bien est-ce qu'elle est petite? Et en fait, détail qui aura son importance pour toute idée que vous pouvez construire dans votre tête,
elle fait 1,55 m. Alors, nous sommes en avril 2003, à peu près 4-5 mois après la disparition. Et là, des promeneurs vont en retrouver dans la baie de San Francisco. On ne va pas parler de corps, on va parler de restes humains à ce stade. Ces restes humains sont donc récupérés par la police. Et puis, l'ADN montrera qu'il s'agit effectivement de Laci Peterson. C'est un corps qui a séjourné pendant des mois dans l'eau, dans une eau très difficile à explorer, qui avait été explorée d'ailleurs. Parce que quand il avait dit qu'il était pêché dans cette région-là, bien sûr, ils avaient dépêché des plongeurs, mais les plongeurs n'ont rien pu trouver. Pourquoi? Parce que c'est une eau sombre avec des courants très puissants et une eau glacée. D'ailleurs, eux-mêmes racontaient qu'à un moment donné, ils avaient fait tomber une pièce d'équipement. Ils avaient fait tomber une sorte de sonar dans l'eau. Ils l'ont perdu. Et ils ont dû faire 5 ou 6 plongées pour le récupérer, alors qu'ils venaient de le perdre. Ils savaient où il était, le sonar. Ils savaient qu'il avait coulé à pic à cet endroit-là. Il a fallu 5 plongées pour le récupérer. Ça vous donne une idée de la difficulté de rechercher un corps humain dans ces zones-là. Le corps est remonté à même pas une encablure de l'endroit où il dit avoir été pêché. Quand on cherche dans la barque, on va trouver des traces, on va trouver par exemple des cheveux de la femme. Alors, bien entendu, les cheveux de la femme ne prouvent rien du tout, parce que tout simplement, ils vivaient ensemble, elle avait été sur cette barque, on l'avait vue sur cette barque aussi, donc fondamentalement, le cheveu aurait pu arriver à n'importe quel moment. Mais le reste est particulièrement troublant. Tellement troublant que M. Peterson est arrêté. Il est arrêté par la police californienne et puis on va l'accuser tout simplement d'avoir tué sa femme. Le procès commence. C'est un procès fleuve qui va durer très longtemps, avec aussi des mois, avec aussi une Amérique qui se passionne pour le sujet. Les caméras sont là et tout le monde se demande comment ce procès va se terminer, parce que tout simplement, il n'y a pas d'aveu. Il n'a pas avoué, il n'a jamais avoué avoir tué sa femme. Lui, il nie. Lui, il dit qu'il était parti à la pêche, il est rentré, il n'a pas trouvé. Ses avocats parlent du crime de rôdeur. Il y a eu dans le quartier des cambriolages, donc potentiellement la surprise des cambrioleurs. Et puis, les cambrioleurs l'auraient tué, puis ils auraient fabriqué des blocs de ciment et l'auraient noyé dans la baie. Hein, c'est peu courant comme modus operandi de votre cambrioleur habituel, qui ne va pas généralement jusqu'à de telles extrémités pour cacher ses traces. Alors, la défense a beau jeu, elle a une partie facile. Il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Le rapport d'autopsie, hein, l'autopsie ou plus l'analyse des restes, n'arrive pas à conclure, on n'arrive pas à trouver d'armes de crime, on n'arrive pas à trouver... rien, on ne retrouve rien en fait. On a juste des preuves circonstancielles sur lesquelles l'accusation va s'appuyer. Et ce qui est extraordinaire dans ce dossier, c'est que c'est le verdict. C'est-à-dire que avec des preuves purement circonstancielles, eh bien, il est condamné. On va le trouver qu'il est coupable. Et en plus de la culpabilité, il sera condamné à la peine de mort. Donc Scott Peterson finit condamné à mort sans preuve vraiment. Néanmoins, quelqu'un peut tuer, peut effectivement commettre un crime et pas nécessairement laisser de preuves tangibles ou de preuves formelles. Ça peut arriver. C'est peut-être arrivé dans ce cas-là. L'histoire va continuer encore, parce que je vous disais, c'est un truc à rallonge. Et puis, ces avocats vont trouver, quelques années plus tard, que le juge n'a pas respecté la procédure en récusant des jurys. C'est-à-dire que le juge demandait aux jurys, en les voyant un par un, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Quand un jury disait, moi je suis philosophiquement, fondamentalement contre la peine de mort, il le récusait automatiquement. Alors que la loi veut qu'il pose plus de questions que cela, qu'il aille au-delà, qu'il dise, ok, vous êtes contre la peine de mort, mais est-ce que vous la donneriez si, par exemple, vous pensez qu'elle a été méritée, ou que vous pensez que, sur le plan légal, il y a des fondations solides pour la donner? Donc, il aurait dû creuser plus. Le juge n'a pas creusé plus. Dès qu'un jury disait « non, je suis contre la peine de mort », il le virait. Donc, à ce moment-là, on repart encore, la saga judiciaire redémarre, et puis
ce qui se passe, c'est que Peterson voit sa peine commuée de peine de mort, eh bien, à une perpétuité incompressible. Donc il reste encore 1 an ou 2 dans le couloir de la mort, juste pour des raisons administratives, mais pour lui, l'exécution ne faisait plus partie donc des options. Il le retire de là, il part donc dans une prison normale pour subir le reste de sa peine. Et puis il a commencé aussi un autre volet pour essayer d'obtenir un nouveau procès. C'est-à-dire qu'ils ont découvert encore qu'une des jurys avait menti. Elle avait dit qu'elle n'avait jamais été victime d'un crime alors qu'elle avait été agressée, été frappée par son mari, qu'elle avait trompé alors qu'elle était enceinte et tout ça. Donc, ces avocats ont déposé un dossier en disant que cette jury a menti alors qu'elle est dans un contexte où elle aurait pu s'identifier de manière trop déraisonnable à cette femme, à cette victime, donc à Laci Peterson. Mais finalement, ça n'a pas été très loin. Et puis récemment, la justice lui a refusé un nouveau procès. Donc il restera en prison, potentiellement, jusqu'à la fin de ses jours. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je n'ai plus rien à vous dire sur cette histoire. Et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous étiez dans les jurys, est-ce que vous auriez pensé qu'il est coupable? Merci mes amis. Et on se voit dans une prochaine vidéo.